À la une, un objet littéraire à part, à mi-chemin entre le polar, le roman, le témoignage et même le reportage. Mickaël Mention nous présente son livre Power, un récit percutant sur le mouvement des Black Panthers aux États-Unis. Il s'apprête à nous rejoindre, mais avant, place à notre rubrique Vue d'ici, vue d'ailleurs, préparée par Grégory Fontana. La Suisse a autorisé l'exportation vers la Syrie en guerre d'un produit qui peut être employé pour le gaz sarin. Et l'isopropanol, pourtant interdit d'exportation vers la Syrie en guerre. La Suisse n'a exporté que 5 tonnes une fois en 2014, 4 fois moins par exemple que la Belgique la même année, suffisant pour étonner. Dans le cas de la neutralité de notre pays, on est très attentif, on est même plus prudent que les pays tiers. Plus prudent peut-être, mais visiblement pas assez dans ce cas précis. C'est choquant que la Suisse exporte vers la Syrie des éléments qui servent à la production de gaz sarin, alors même que l'on sait que c'est un problème majeur de la guerre en Syrie. Le discours d'un roi. Pour la première fois de son histoire, un souverain belge est à la tribune des Nations Unies. L'occasion rêvée pour plaider en faveur d'un rôle beaucoup plus influent de la Belgique sur la scène internationale. La Belgique entend assumer pleinement cet engagement et poursuivre cette ambition avec détermination. Et l'enjeu est de taille. Sans jamais l'aborder explicitement, notre souverain met en avant la candidature de la Belgique pour obtenir un siège au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Les usagers sont unanimes, le remboursement des abonnements TER, un juste retour. C'est toujours ça de gagner, voilà. Chiche, dit la SNCF. Les usagers ont raison. Il est légitime qu'on travaille sur les solutions d'indemnisation. Très bien, répondent les usagers. Ce n'est absolument pas à la région de mettre la main au porte-monnaie, c'est à la SNCF de participer intégralement au remboursement des abonnés. Dans tous les cas, ça reste de l'argent public, y compris financé par les impôts des usagers. Tous ont salué aujourd'hui le courage de Ken Lam et son sang-froid exemplaire. Ce policier que les réseaux sociaux surnomment l'homme qui n'a pas tiré, celui qui n'a pas bougé face à l'auteur présumé de l'attaque de Toronto. L'intervention n'a duré qu'une trentaine de secondes. Le policier Ken Lam a procédé seul et sans violence à l'arrestation du suspect. Selon le chef de police de Toronto, l'agent a fait un travail fantastique. Et la même question est sur toutes les lèvres. Je serais curieux de savoir s'il y avait eu d'autres policiers dans la même situation, combien auraient utilisé l'arme à feu. Mickaël Mention nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes écrivain et votre nouveau livre a pour titre Power, qui veut dire pouvoir. Donc, vous déconstruisez la saga de l'histoire des Black Panthers depuis leurs origines, en mettant en scène les personnages dans leur quotidien. Un récit très original. On prendra quelques exemples de personnages. Votre roman est publié aux éditions Stéphane Marsan. Peut-être d'abord rappeler à nos téléspectatrices et téléspectateurs, et à nous-mêmes aussi, quel est le contexte à l'époque, dans les années 1960, lorsque naît ce mouvement Black Panther Party. Alors, ce mouvement est né fin 1966 à Oakland, en Californie. Ouais. Il se situe à la croisée de la pensée de Malcolm X et de Martin Luther King. Et c'est un mouvement qui est le fruit du durcissement de la situation des Afro-Américains aux États-Unis. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a 20 millions d'Afro-Américains qui subissent en permanence le harcèlement, les discriminations, les lynchages, vraiment, avec une police qui commet énormément d'abus de pouvoir. Et les Black Panthers offrent une alternative très novatrice pour l'époque, qui prône à la fois l'autodéfense et la reconquête des quartiers, avec la création d'écoles gratuite, de collecte de vêtements, de collecte de nourriture, d'une aide au quotidien, de formation des chômeurs à des travails. Alors, il y a bien entendu, juste avant, en 1965, les États-Unis en pleine guerre du Vietnam, une crise aussi économique sans précédent, manifestations, émeutes, explosion des violences policières, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui va faire qu'il va y avoir aussi tout ce débat dans la mouvance militante entre le pacifisme, incarné par Martin Luther King, et la radicalité, on va dire, au sens en tout cas du combat peut-être y compris armé, de Malcolm X? Alors déjà, il faut savoir que la manière dont on nous présente Malcolm X aujourd'hui et la manière dont on vient de commémorer l'assassinat de Martin Luther King est un petit peu biaisée, dans le sens où Malcolm X, vers la fin de sa vie, avait eu beaucoup de recul sur son parcours. Il en avait fini avec cette radicalité, justement. Ouais. Et c'est quelqu'un qui avait compris qu'en fait, au fond, le vrai problème, c'était pas le racisme, que c'était le capitalisme qui fabriquait du racisme pour diviser les classes ouvrières
ouvrière et les pauvres en particulier. Donc il se rapprochait d'une pensée un peu plus marxiste, à tel point que Malcolm X, ce radical entre guillemets qu'on nous a toujours présenté, finissait par prôner la collaboration avec les Blancs, les Latinos, les Juifs, les homosexuels. Et Martin Luther King, qu'on nous présente encore aujourd'hui comme un doux rêveur, j'ai fait un rêve, le fameux discours, lui-même était un marxiste profond, parce que dans son discours à Riverside en 67, il prône la révolution et il condamne fermement la guerre du Vietnam. Donc, fin 1966, Auckland, naît ce mouvement Black Panther Party. L'organisation défie l'Amérique raciste, pas les États-Unis, mais en tout cas le ségrégationnisme. Comment réagit le gouvernement fédéral ? Il réagit très mal, parce qu'en fait, ce qui signe véritablement le danger chez les Black Panthers, c'est qu'ils sont marxistes avant tout. Certes, ils sont afro-américains, mais leur action est surtout sociale. On nous les a longtemps présentés comme des suprématistes, et ça, c'est malheureusement le fruit de 50 ans de propagande aux États-Unis, propagande politique et cinématographique. Mais en fait, les Black Panthers ils ont quand même accompli énormément d'actions sociales. Ils ont quand même nourri des milliers d'enfants pendant une quinzaine d'années au quotidien, avec des repas gratuits. Ils ont accompagné les pauvres, les prostituées. Ils ont dépisté des maladies au quotidien. Il ne s'agissait pas de dire nous sommes supérieurs aux Blancs, pas de suprématie. Donc, quels étaient leurs rêves, justement ? L'égalité, tout simplement. L'égalité. Mais c'est vrai qu'en prenant l'autodéfense, ils ont vite été présentés comme sulfureux par les médias. Et les médias blancs qui étaient à la solde du FBI. Alors, c'est un roman, on le précise, même si effectivement vous jouez des styles littéraires. On va prendre quelques personnages. Alors, il y a Neil qui est officier de police et il y a Tyrone. Alors, parlez-nous de ce Tyrone qui est un homme infiltré par le FBI. Alors, Tyrone est un personnage que j'aime beaucoup, comme les trois personnages principaux du roman. Mais c'est vrai que Tyrone représente à lui seul toute l'aliénation de l'Amérique de l'époque, car c'est un noir qui est infiltré contre son gré par le FBI dans la cellule de Chicago. Donc, c'est quelqu'un qui est tiraillé tout au long du roman. De toute façon, que ce soit Charlene, la jeune militante à Philadelphie, Neil, ce flic blanc à Los Angeles et Tyrone à Chicago, les trois personnages font l'expérience du pouvoir à leurs dépens, bien évidemment. Viendront ensuite les désillusions ? Oui, bien sûr, mais ça c'est l'avantage d'écrire sur le passé. J'écris souvent sur le passé, pas que, mais essentiellement. Et j'aime beaucoup la notion de recul. Et c'est vrai que quand on a du recul, déjà, on désacralise l'époque. On démythifie l'époque. Alors c'est vrai que ça passe souvent par une amertume, une désillusion. Mais Power, s'il s'appelle Power, c'est pas pour rien. On parle du passé pour mieux parler du présent et de l'avenir, je l'espère. Merci beaucoup, Mickaël Mention, d'être venu sur notre plateau.